c'est parti. F de x est égal à 1 sur sigma fois racine de 2pi, le tout fois e de moins 1/2 fois, ouvrez la parenthèse, x moins mu divisé par sigma, fermez la parenthèse, au carré. Telle est ma formule. Je suis le fruit du travail de nombreux mathématiciens. Jacques Bernoulli posa la première pierre de ma construction, qui sera continuée par De Moivre et par Gauss, et finalement achevée par Pierre-Simon Laplace en 1812, dans son ouvrage Théorie analytique des probabilités. On me trouve partout, de la répartition du poids des nouveau-nés à la distribution de la somme de 2D en passant par la rentabilité des investissements financiers. Et Henri Poincaré trouva mon nom en 1893. Je suis... Voici la planche de Galton. Elle est composée, en haut, de centaines de billes en métal qui sont contenues dans un entonnoir en bois. Et ces billes sont retenues par une réglette métallique. Si je tire la réglette, les billes vont se déverser dans une pyramide de clous de 14 étages et rebondir au hasard, puis, en bas de la planche, se loger dans différentes colonnes en bois. La question que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est comment les billes vont-elles se répartir en bas de la planche? Est-ce qu'on aura autant de billes dans chaque colonne, ou est-ce qu'on aura plus de billes au milieu de la planche, ou bien plus de billes sur les côtés de la planche? Démonstration. C'est pas moi qui ai eu l'idée de cette planche, c'est Sir Francis Galton, un cousin éloigné de Charles Darwin au XIXe siècle. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Galton avait un CV impressionnant. Il était statisticien, polymathe, sociologue, psychologue, anthropologue, explorateur, géographe, inventeur et chevalier. Sir Francis Galton a conçu cette planche car il était fasciné par un phénomène qu'il appelait l'ordre dans le chaos apparent. Étudions en détail la trajectoire d'une bille. À chaque fois que la bille rebondit sur un clou, elle a une chance de rebondir soit à gauche, soit à droite. Si bien qu'il est très difficile de prédire la trajectoire exacte de la bille et donc l'endroit où elle va tomber. À moins de disposer d'un ordinateur très puissant et de pouvoir modéliser exactement les clous, on considère que la trajectoire de la bille est aléatoire. L'aléatoire est l'ennemi public numéro 1 de la méthode scientifique. En effet, la méthode scientifique consiste à faire des mesures pour établir des connaissances fiables sur le monde, et ces connaissances permettent généralement ensuite de faire des prédictions. Or, l'aléatoire intervient et dans les mesures et dans les prédictions. Heureusement, les chercheurs ont fini par découvrir une loi de la nature qui permet de prendre en compte le hasard dans les mesures. Cette loi, c'est la loi normale, aussi appelée courbe en cloche. C'est une des découvertes les plus importantes de l'histoire de la science. Prenez cette pièce par exemple. Si je la lance, il est impossible pour moi de savoir si elle va faire pile ou si elle va faire face. Pourtant, grâce à la loi binomiale, une loi qui s'apparente à la loi normale, on peut prédire que si je lance la pièce plusieurs dizaines de fois, alors j'obtiendrai à peu près autant de fois pile que de fois face. Quand on étudie un événement aléatoire en grand nombre, au moins plusieurs dizaines de fois, le plus souvent, il respecte la loi normale. Et c'est ce phénomène que Galton a voulu illustrer avec cette planche. La plupart des échantillons vont se concentrer autour de la moyenne de toutes les valeurs possibles. Prenons les indices de chaque colonne, par exemple. La moyenne de ces indices, c'est 8. Et la grande majorité des billes sont situées autour des colonnes de 8. Il n'y a que quelques billes qui ont une valeur extrême. Alors, comment ça se fait? Eh bien, pour aller dans les cases sur les côtés, il y a tout simplement un seul chemin possible. Et plus on s'approche du milieu, plus il y a de chemins possibles pour aller dans une colonne. Pour les 3 colonnes du milieu, il existe plus de 3000 chemins. Et donc, quand on cherche à étudier des phénomènes qui sont influencés par une grande multitude de facteurs, la plupart des échantillons prendront une valeur qui s'approche de la moyenne. Par exemple, des chercheurs ont estimé que plusieurs centaines de gènes interviennent pour la taille d'un être humain. On peut penser que chaque gène correspond à un étage dans la pyramide de clous. Eh bien, la taille des êtres humains sur Terre suit la courbe de Gauss. La courbe de Gauss, elle est tellement fondamentale qu'on s'en sert aujourd'hui pour faire des simulations réalistes. Par exemple, ici, à INRIA, l'équipe Diana étudie les réseaux informatiques. Et pour faire des simulations réalistes de réseaux informatiques, ils utilisent notamment la courbe de Gauss. La perception du hasard et de l'incertitude, c'est un des piliers de l'esprit critique. Il faut y prêter attention quand on cherche à comprendre un phénomène. C'est ça la leçon principale de cette vidéo.
Quand vous cherchez à comprendre un phénomène aléatoire, n'oubliez pas de vous baser sur le plus d'échantillons possible. En effet, avec un seul échantillon, vous n'aurez qu'une toute petite partie du tableau global. À la semaine prochaine.